La Jazette Incognito avec Léon Dertal. Bonjour, Léon Dertal pour la Jazette Incognito. Cette semaine, j'ai encore envie de parler de bouquins que j'ai lus. Deux bouquins que j'ai lus récemment. Et pour faire changement de mon créneau habituel ou de ma... Ce que j'aime le plus lire, c'est souvent de l'épouvante, des choses psychologiques. J'aime ça quand les choses tournent très mal dans les livres. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je suis pas fanatique de films d'horreur dans la vie. D'ailleurs, je regarde absolument rien, aucune série, aucun film depuis quelques années. La dernière série que j'ai regardée, c'est Better Call Saul, que j'ai adoré, qui est on va dire, un prequel euh, de Breaking Bad. Ouais, c'est ça. Et j'adore l'acteur principal qui est aussi drôle que dramatique. Excellente série. C'est pas pour tous. C'est pas tout le monde qui va aimer, mais j'ai adoré. Peut-être que je me reconnais en lui en quelque sorte. C'est un gars qui est un peu tout croche, mais qui a le cœur à la bonne place. Il est un peu, comment je dirais, TDAH peut-être, je sais pas. C'est un gars qui est travaillant, c'est un gars qui a des belles visions dans la vie, mais il se met toujours les pieds dans les... comment on dit ça? Les pieds dans les plats? Les- Mais j'ai adoré cette série-là, justement, peut-être parce que ça me rejoint, parce que, justement, je m'identifie à son personnage. Donc, les deux livres que je vais vous parler cette semaine, le premier, euh, c'est un livre d'Amélie Nothomb, qui est une écrivaine qu'une de mes amies m'avait déjà proposé. Et on est vraiment ailleurs. On n'est pas dans l'épouvante, comme je disais. On est vraiment dans une dame qui raconte une histoire d'une façon bien à elle. Euh, et après m'être intéressé à elle, j'ai été écouter des entrevues d'ailleurs d'elle. C'est vraiment une dame très très spéciale, très artiste, très bien articulée, qui pour moi est passionnante à écouter, autant en entrevue qu'en lecture. Donc j'ai lu le roman Premier sang. Premier sang, S-A-N-G. C'est un livre qui raconte l'histoire de son père. Et comme je veux pas brûler de punch, je raconte toujours un petit peu le début de l'histoire. Donc le début de l'histoire, c'est tout simplement que euh, famille dysfonctionnelle, une mère qui s'occupe pas beaucoup de lui. Et il aime aller chez son grand-père qui est genre en forêt. Il y a comme une maison en forêt et mal nourri, avec beaucoup d'intimidation par ses cousins et cousines, mais il adore aller là parce que pour une fois, il se sent genre entouré. Euh, et, euh, et je trouve ça très, très... Ça pousse à réflexion des fois par rapport à le regard extérieur sur les choses. Au début de cette lecture-là, on se dit, mon Dieu, mais pourquoi il veut toujours y retourner quand il revient tout maigre, tout sale, et il veut toujours retourner en vacances là-bas? Il y a des raisons pour ça, et dans la vie, parfois, euh, c'est là qu'on peut comprendre peut-être pourquoi certains jeunes, des fois, qui sont dans l'abondance, avec des parents qui les gâtent, mais des fois, les parents, tu sais, je sais pas si c'est plus dans les nouvelles générations, les parents vont gâter leurs enfants, vont donner beaucoup, beaucoup de cadeaux, puis du matériel, puis de l'argent, puis tout ça, mais il y a un manque d'amour, tu sais, tandis que parfois, ne serait-ce pas mieux d'être pauvre, mais bien entouré et de bonnes valeurs. Mais
je veux pas trop en dire sur ce roman-là, mais j'ai vraiment apprécié ma lecture et je recommanderais à tout le monde de lire ça. C'est un petit roman très court, d'ailleurs, qui est une particularité chez Amélie Nothomb de d'écrire des romans qui sont assez courts. Et je pense que pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de lire, peut-être de commencer avec ce genre de roman-là, euh, ça peut être une bonne idée parce que ça se lit très bien. Et euh, comme c'est court, l'histoire aboutit. Il y a très peu de description. Donc ça va très vite au sujet principal qui est la jeunesse de son père. Et elle l'a écrit au moment où il est mort. Je pense qu'un an ou deux après. Et la mort de son père l'a beaucoup, beaucoup affecté. Je pense qu'elle aimait beaucoup son père. Et elle dit qu'elle l'a écrit comme s'il était dans la peau de son père. C'est drôle comment elle l'explique en entrevue. Comme si c'était son père décédé qui lui avait dicté l'histoire dans sa tête. Et Amélie Nothomb va répéter souvent en entrevue que elle n'a jamais autant discuté avec son père qu'après sa mort. Qu'après la mort de cet homme-là. Et j'ai trouvé ça fascinant, sa façon de l'expliquer. Donc voilà. C'est un roman que je recommande. C'est une histoire quand même assez légère. C'est un fait réel puisque c'est l'histoire de son père. Donc, pour toute personne qui se demande peut-être quoi lire, c'est ma suggestion. Et le deuxième roman, bien sûr, j'aime beaucoup Pat Sénécal. Et le roman que j'ai le goût de parler de, c'est Contre Dieu. Ce roman-là, encore un roman assez court, est venu me chercher particulièrement parce que la particularité de ce bouquin, c'est que tout au long du roman, c'est une seule phrase. Donc, il n'y a pas de point. De temps en temps, cette phrase-là va être entremêlée euh, d'une personne qui parle. Donc, tu as le tiret avant, la personne parle, et ensuite, la phrase continue. Donc, du début à la fin, c'est une phrase unique. Ce qui est très bizarre. Mais qui convient vraiment à l'histoire dans le sens où, pour expliquer un peu, l'histoire commence et je vais raconter juste les premières pages parce que j'aime pas brûler de punch, j'ai pas envie de j'aime pas d'ailleurs moi je lis jamais les descriptions en arrière des romans avant de les lire. J'aime avoir la totale surprise de l'histoire. Je préfère être déçu que de lire la description à l'envers du roman et de savoir à peu près où ça s'en va. Même si dans la description, on ne dit pas tous les punchs, bien sûr, je trouve que souvent, ça en dit trop. Ça en dit trop sur l'histoire, puis on s'attend à certaines choses qui arrivent dans l'histoire, puis je trouve que pour moi, ça m'enlève le goût de la lire. Donc, moi, je vais souvent lire, c'est-à-dire regarder le cover, et si l'image m'appelle, je vais l'essayer. Donc, Contre Dieu, cette histoire-là commence avec un homme qui parle au téléphone avec sa femme, tout simplement, et qui dit OK, ben on se voit dans 15 minutes, etc. Voilà. Donc, parfait, il raccroche, et si je me rappelle bien, il reçoit un appel quelques minutes après où il arrive chez eux. Sa femme n'est pas là, ses enfants sont pas là, et il apprend qu'ils sont morts dans un accident d'automobile. Donc, en partant, une personne qui ne lit pas la description, tu commences l'histoire, tu dis, ah bon, ok, il y a une famille, voilà, ça va s'en aller dans ce sens-là. Et non, 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 non. Donc, pour faire une brève description du début, c'est vraiment que euh, l'homme en question perd complètement
la tête. Il n'y aurait pas d'autre façon de l'expliquer. Il se fout complètement de la réalité. Il se fout d'absolument tout. Il se fout de tout perdre. Il se fout. Il n'y a plus aucun repère dans la vie. Et tout au long du roman, c'est pas une histoire vraie, bien sûr. Mais reste que je pense que pour plusieurs personnes dans la vie, il y a des événements parfois qui arrivent et c'est un tournant vers l'enfer. Et le roman s'appelle Contre Dieu. Il y a une raison pour ça que je ne dirai pas. Mais je trouve l'histoire bien ficelée du Sénécal comme il sait tellement bien en faire des histoires. Et je lui lève mon chapeau parce que j'étais hésitant pour ce roman-là. Je savais d'avance que c'était une phrase complète. C'est-à-dire que c'était une seule et unique phrase tout au long de l'histoire. Ça me faisait peur un peu. Je me disais, ça respire-tu? On est habitué comme dans Elle.com, même si c'est un très gros roman qui a beaucoup de pages, on est dans le plus que 650 pages si je ne me trompe pas. C'est une histoire qui respire parce qu'il y a beaucoup de conversations, puis on a toujours hâte de savoir qu'est-ce qui va arriver et il sait nous tenir en haleine. Dans Contre Dieu, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus difficile à lire, mais comme le roman est court et que c'est quand même assez expéditif, je dirais que j'ai été satisfait quand même de cette histoire-là et je le recommanderais à tout le monde. Donc tout au long du roman, c'est un homme qui se fout éperdument des conséquences de ses gestes. Il n'y a plus aucune raison valable pour lui de vivre. Il pense qu'il ne sera plus jamais heureux, qu'il ne pourra plus jamais vivre normalement. En fait, il ne réfléchit plus vraiment aux conséquences de ses actes, etc. Et c'est vraiment, vraiment, je trouve, une histoire qui peut porter à réfléchir par la façon dont Pat Sénécal tourne cette histoire-là. Il y a toujours un deuxième et un troisième degré dans les histoires de Pat Sénécal, et je dirais que maintenant, pour en avoir lu quelques-uns, Dieu revient souvent, c'est-à-dire, mais pas de façon religieuse. La symbolique de Dieu, il la ramène souvent dans ses romans. Et pour la plupart, en tout cas à date, ce que j'ai lu, c'est jamais des gens qui marchent avec Dieu. Mais l'écrivain lui-même va souvent faire le lien avec Dieu. Et ça ne me surprendrait pas, malgré cela, que Pat Sénécal soit une personne athée. Parce que de la façon dont il décrit Dieu, on peut se rendre compte que c'est jamais pour le louanger. Par contre, à chaque fois dans ces histoires que ces personnages, si on veut, se détachent de Dieu, c'est comme si à la seconde où ces gens-là se détachent de Dieu, il leur arrive les pires malheurs, les pires conséquences de ce fait-là. Parce que j'allais dire, ce choix-là, c'est pas un choix. Je pense que plusieurs humains dans la vie, pour quelque raison que ce soit, vont se déconnecter de la réalité parfois. Ça peut être un drame, ça peut être une séparation, ça peut être... peu importe. Peu importe, la perte d'un emploi, une entreprise qui fait faillite, une faillite personnelle, peu importe. Et pour moi, c'est ce qui fait, d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi j'aime lire du Pat Sénécal. Premièrement, on ne peut jamais vraiment deviner où ça s'en va. Et deuxièmement, il y a cette fameuse réflexion-là que ça laisse, pour moi, rajoute à l'histoire. C'est vraiment, je crois que je peux l'avouer, c'est vraiment mon écrivain québécois préféré. Jadis, je lisais du Stephen King, j'ai lu quelques romans de lui, et éventuellement,
J'ai arrêté d'en lire parce que je trouvais que, premièrement, c'était des traductions. Moi, je lis en français, même si je suis parfait bilingue. J'aime lire dans notre langue. Et maintenant, je lis seulement des écrivains québécois ou européens. Amélie Nothomb est européenne, mais elle a vécu au Japon, en Chine. Bon. Par contre, c'est une des seules. J'en ai lu un autre. C'était quoi déjà? 2 secondes, il faut que je me rappelle. Ah oui, Les Suicidés d'eau claire. Oh mon Dieu, c'est un. En fait, c'est un écrivain québécois qui, je crois, a vécu la grande majorité de sa vie en Europe, en France. Et ça, c'est une histoire qui me semble ressembler à un fait réel. Mais j'aime ce genre d'histoire-là. Et écoutez, le titre le dit, Les Suicidés d'eau claire. C'est une famille, donc la mère tombe dans l'alcoolisme, le père euh, perd goût à la vie oh mon Dieu, les trois finissent par se suicider. C'est triste, mais j'ai adoré ce roman-là. Il faut être capable de le prendre. Il faut être capable de le prendre. C'est pas pour tous. C'est pour ça que je crois que ça fait du bien des fois d'aller lire des choses plus légères, comme du Amélie Nothomb. Mais Amélie Nothomb, il y a des romans qui sont très difficiles à lire. Ma mère, je sais qu'elle a lu Psychopompe récemment. Ça me tente même pas de l'essayer, là. Roman qui parle des oiseaux tout le long, puis je sais pas trop. Faudrait que je lui demande de quoi ça parle exactement. Il y a des romans, des fois, de cette personne-là, de cette femme-là, qui est passionnante, mais que là, ça va plus dans l'espèce de masturbation mentale. Je le décrirais comme ça, là. Euh, donc voilà. J'ai le goût de parler d'un troisième roman que j'ai lu, qui s'appelle Le Gambit écarlate. Un autre roman que je qualifierais d'horreur, mais un petit peu plus léger. Euh, c'est le genre de livre que pour initier des personnes plus jeunes, peut-être des adolescents, adolescentes, à lire, puis qui veulent lire de quoi d'horreur ou disons d'épouvante, moi étant un passionné d'échecs, j'ai lu ce livre-là récemment aussi. C'est vraiment un tournoi d'échecs qui tourne très très mal. C'est bizarre, hein? C'est sûr et certain que j'ai choisi ce roman-là parce que le Gambit écarlate est là sur la pochette. On peut voir la reine avec du sang qui coule dessus. J'ai fait, OK, je suis un passionné d'échecs, ça devrait venir me chercher. Donc, toutes les allusions aux stratégies dans une partie d'échecs là-dedans, je les comprenais. C'est pas obligatoire, mais je pense peut-être qu'une personne qui connaît plus ou moins ce jeu-là va peut-être trouver ça un petit peu long. On n'est pas dans le Sénécal. Là, on est dans une écriture un petit peu plus longue, avec des répétitions. Mais j'ai quand même aimé ce roman-là et c'est de l'horreur léger. Je le dirais comme ça. Donc, c'est des jeunes, des gens assez jeunes, peut-être début vingtaine, qui se réunissent dans un hôtel, un grand hôtel au milieu de la forêt, mais pas de la forêt, mais un petit peu retiré, disons en campagne. Et là, ça tourne très très mal, hein? Oh là 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 là! Et j'essaie de pas trop donner de description de l'histoire, au cas où une personne, à un moment donné, peut-être en 2042, qui va écouter ce podcast-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent mon podcast, et ça me va très bien. C'est très, très égoïste, mon podcast. Je le fais vraiment pour moi. Donc, il n'y a pas de problème. Aucun problème parce que personne ou presque écoute. J'aime ça faire ça. Puis, comme je disais dans un podcast précédent, ça évite que les haters se présentent pour venir m'insulter, pour dire moi, on dit que c'est plate. On s'en fout de tes pensées puis tes états d'esprit. C'est long. Hein? Mais ça me dérange pas du tout. Et d'ailleurs, comme je disais, je le fais vraiment pour moi. Il y a un côté un petit peu thérapeutique à tout ça, là. Ça fait du bien, c'est le fun, puis c'est comme une façon
C'est comme un journal intime, semi-public, puisque personne ne sait vraiment je suis qui, sauf ceux à qui je l'ai dit, dont mes parents, que j'adore. Je veux dire, je suis très content que mes deux parents s'intéressent à ce podcast-là. Et souvent, mon père ou ma mère vont me dire, ah, j'ai préféré cet épisode-là pour telle raison. C'est toujours le fun. Donc, tu sais, c'est vraiment, j'en profite, tu sais, j'apprécie vraiment ma relation avec eux. Je pense qu'avec les années, on a appris à, comment je dirais, peut-être à se connaître mieux. Je pense que chaque humain dans la vie change et devient adulte, évolue, mature, et donc je trouve ça très très agréable de savoir que mes deux parents écoutent. C'est très très apprécié. Maintenant, il y a une histoire, il y a quelque chose qui me tournait dans la tête depuis un bout et je me suis dit, hey, il faut que je raconte ça. Il faut que je raconte ça. Je sais même pas si je l'ai déjà raconté. Et c'est un fait réel. C'est-à-dire que c'est une histoire qui m'est vraiment arrivée. Et peut-être qu'à l'écoute de cette histoire, ça vous ébranlera pas. Mais ça fait déjà quelques années que ça m'est arrivé. Et encore aujourd'hui, en y pensant, en y repensant, j'ai un énorme malaise. C'est fou à quel point dans la vie, parfois, au, au premier regard, quelque chose a l'air de quelque chose, mais finalement, c'est pas ça du tout. Donc, je vous raconte. Avec ma copine de l'époque, donc ça fait 2 3 ans de ça, euh, on est à Québec et puis ça faisait longtemps que je n'avais pas été aux Galeries de la Capitale. Les Galeries de la Capitale, c'est un genre de centre d'achat intérieur, là, le monde connaît ça, là, avec des manèges. C'est pour les jeunes, plus c'est pour les enfants. Là, ça a été refait à l'intérieur et je me suis dit, hey, j'aimerais ça aller voir qu'est-ce que ça a l'air aujourd'hui. Donc, elle me dit, OK, parfait, on va voir ça, on va aller remanger en même temps et tout. Parfait. Donc, on rentre là, la vie est belle, ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble, on était heureux, main dans la main. Waouh, hein, génial. Et là, j'en ris parce que j'en reviens encore pas. Ça fait des années et je n'en reviens toujours pas. Donc, on marche, et il y a quelque chose que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, c'était les escaladeurs, les escaliers roulants. Hein? Ce qu'on aimait beaucoup faire, moi et mon frère, c'était essayer de les descendre à l'envers puis de se rendre en bas. Puis écoute, hey, ça, c'était génial. Je me rappelle pas si on avait réussi à se rendre en bas. Parce que là, c'est bon. C'est que l'escaladeur monte, nous on descend, ça prend beaucoup d'énergie. Ceci dit, j'arrive près avec Isabelle de ce fameux escalier roulant-là. Donc, je regarde celui qui monte vers le haut, on est en bas. Qu'est-ce que je ne vois pas? Et je suis certain qu'il y a des gens qui ne me croiront pas tellement que c'est loufoque comme situation, mais je le raconte quand même. Je vois un bébé à 4 pattes qui s'engage dans l'escaladeur, dans l'escalier roulant, à 4 pattes. Ce bébé-là, c'est parce que c'est vraiment un très 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 jeune enfant. Très 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 jeune enfant. C'est une scène de film, ce qui est arrivé. C'est que, moi je vois ça, je regarde Isabelle, il faut faire quelque chose. Imaginez la scène d'une vue extérieure, OK? Ils sont où ses parents? Il n'y a pas de parents autour, il n'y a personne. Je me dis, je peux pas laisser ça aller, je pars à courir. Je pars à courir. Je L'enfant est déjà engagé dans l'escaladeur, donc je mets un pied vers l'escaladeur, l'escalier roulant, là, appelez ça comme vous voulez, et je le prends dans mes bras, mais là, moi, là l'escaladeur monte. Il y en a un autre à côté qui redescend, mais il fallait que je sauve ce bébé-là. Il aurait pu vraiment se blesser, vraiment beaucoup. Dans ma tête, je ne pouvais pas laisser ça aller. Ça a été une cloche, ça a été très très rapide comme réaction de ma part. T'sais? Même Isabelle, elle a figé, elle. Isabelle, elle a figé complètement. Même après ce qui est arrivé, elle l'a complètement figé. Moi, je suis tombé en mode, je le sauve.
Il va se blesser, il va se faire mal. C'est très dangereux. Mais qui arrive en haut, il va être à quatre pattes, les mains vont-tu y prendre dans le dessous de l'escalier. Puis là, donc là, je l'ai dans les bras. J'ai l'escaladeur qui monte. Mais là, je vois en bas ses parents. Il y a un escalier à côté où tu peux monter. Sans. C'est un escalier normal. Donc là, moi, j'ai le bébé dans les bras. Je vois ses parents en bas qui partent. Ils me voient avec le bébé dans les bras, dans l'escaladeur, vers le haut. Donc, qu'est-ce que j'ai l'air, moi? J'ai l'air d'un kidnappeur. J'ai littéralement l'air d'un kidnappeur. Eux, ils n'ont pas vu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient là. Franchement, ça d'ailleurs, je ne l'ai jamais su. Mais quel parent, dans un centre d'achat, laisse marcher son... Il est à quatre pattes, dans son pyjama à pattes, là. Hein? Donc là, moi, je suis dans l'escaladeur. Je vois les parents s'engager à toute vitesse dans l'escalier qui est à côté. Et là, je leur dis, non, c'est parce que... Puis là, j'essaie d'expliquer, mais je suis dans l'escalier roulant. Eux, ils montent. Donc là, je me dis, moi, je suis quasiment arrivé en haut. Je me dis, je vais reprendre l'escaladeur vers le bas. Donc, si je me rappelle bien, en fait, c'est la mère qui est partie à courir dans l'escalier. Et le père, lui, il a pris l'escaladeur vers le haut. Mais moi, je me suis dit, je vais redescendre dans l'autre à côté. Donc là, moi, je rencontre le père. Oh, mon Dieu. Moi, je suis dans l'escaladeur qui descend. Je rencontre le père qui, lui, monte juste de l'autre côté. Et là, j'essaie de lui expliquer, votre bébé, nanana, il parle pas français, le monsieur. C'est des gens d'un autre pays. Il comprend rien de ce que j'ai dit. Et là, il veut que j'y passe le bébé d'un escalier roulant à l'autre. Comprenez? Donc là, moi, je suis comme, on se revoit en bas. Je finis par arriver en bas. Il prend l'autre escaladeur. Autant Isabelle Gelé que la mère en bas, quand je l'ai revue, donc là, je redonne l'enfant au père. Et on n'a jamais pu se parler. J'ai jamais pu lui expliquer la situation. Il comprend rien. Il comprend rien. Il comprend pas le français. Donc, je lui ai littéralement redonné son bébé. Et il m'a dit, j'ai senti qu'il m'a comme remercié, mais il comprenait pas lui non plus ce qui s'était passé, puisqu'il l'a pas vu son bébé s'engager dans l'escaladeur. Il devait être en train de checker G-string, je ne sais pas quoi, dans les vitrines. Mais avec le recul, je me suis vraiment posé la question, et je me la pose encore aujourd'hui. Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Ou ça aurait pu me causer vraiment beaucoup de troubles. Je sais pas, moi je m'imagine tomber dans l'escaladeur avec le bébé, et là on voit sur les caméras, mais qu'est-ce qui est arrivé, et d'expliquer, de dire, oui mais, tu sais, ça aurait pu vraiment mal tourner. C'est digne d'une histoire. Et si un jour j'écris un roman, je pense que je vais prendre cette situation-là et je vais la faire mal tourner, comme Pat Sénécal. Oh mon Dieu! J'ai encore un énorme malaise avec cette situation-là qui m'est arrivée. Ça fait peur la vie des fois. Pourquoi moi? Isabelle, par après, elle m'a dit, maudit que t'as bien réagi. Elle dit, il y a bien du monde qui l'aurait laissé faire. Puis... J'ai vu d'ailleurs, avec le recul, je me suis rendu compte à quel point plusieurs personnes avaient vu ça. Personne n'a réagi. Il y a juste moi qui a réagi et qui s'est dit, il faut que je le sauve. Il n'est pas question que je laisse ce bébé-là. Imaginez le bébé qui déboule l'escaladeur à l'envers, sans fin. Il déboule sans fin. L'escaladeur monte. Ah, écoute, mais par après, j'avais dit à Isabelle, ça te tentait pas, toi, en bas, de dire, non, écoutez, elle a gelé, là. Je peux pas lui en vouloir pour ça, parce que je peux comprendre les gens qui gèlent parfois dans ce genre de situation-là, savent pas quoi faire. Mais d'un autre côté, je me dis, je pense avoir fait la bonne chose, mais j'aurais aimé tout au moins pouvoir m'expliquer avec les parents, mais ils ont juste repris leur bébé et voilà, ils sont disparus. Sur le coup, j'étais autant frustré après eux autres de l'avoir laissé sans surveillance. Un bébé de pas plus que 2 ans et demi. Là. En tout cas, il est à quatre pattes. Il marche pas encore. Je sais pas à quel âge que ça. 2 ans, 3 ans, je sais pas.
Je me rappelle pas quel âge ça prend pour marcher. Je pense que c'est 4 ans à peu près. Bon. Mais je suis content de le raconter. Je suis content de le raconter. C'est une histoire incroyable qui m'est arrivée. Et encore aujourd'hui, j'ai un énorme malaise avec toute la situation. Moi qui reprends l'escaladeur en descendant et de rencontrer son père en sens contraire. Lui, il peut pas. Il veut que j'y pense. Donne-moi-le. Ben oui, mais t'as le donné, le bébé va tomber en bas. No way. Ah là là là. Je pense avoir vraiment sur toute la ligne pris les bonnes décisions. Mais c'est des fois quand que tu te dis pourquoi ce hasard-là, mais non seulement ce hasard-là, plus les hasards qui se sont additionnés à ça, le fait qu'ils ne parlent pas français, le fait que la mère gèle en bas avec Isabelle, puis là je les vois tous les deux, puis ils se regardent, puis ils savent pas, t'es-tu sa blonde? Ça m'a vraiment, vraiment chamboulé. Ça m'a vraiment chamboulé, et même si je pense avoir fait la bonne chose, encore aujourd'hui, je pense à cette histoire-là, et je me dis, mais dans quel monde on vit? Qu'est-ce qui va m'arriver dans le futur? Un autre hasard comme ça qui aurait pu m'incriminer de quelque chose quand, dans le fond, moi, j'étais le sauveur. J'étais l'ange. Ce bébé-là aurait pu se faire des fractures, ça aurait pu être dramatique, la tournure des événements, si j'avais pas réagi, puisque personne n'a réagi. Personne. Personne. J'en reviens pas encore. Ça fait quelques années et ça me chamboule juste de le raconter. Donc, c'était mon histoire qu'il fallait absolument que je raconte. Je me rappelle pas si je l'ai déjà raconté, mais comme personne ou à peu près écoute, sauf mes deux parents, vous me le direz. Vous me le direz si je l'ai déjà raconté. Je vais le laisser pareil. Je vais le laisser pareil. Voilà. Mais ça m'a vraiment, vraiment, vraiment atteint psychologiquement sur le coup et les heures qui ont suivi. Et je pense que depuis cet épisode-là, je ne suis plus le même. Par contre, si une situation pareille venait qu'à m'arriver, moi, je serais le genre de gars à risquer ma vie pour sauver un bébé. Peut-être même pour sauver un adulte, mais j'ai réagi sans prendre. J'avais pas le temps de réfléchir. J'avais pas le temps de réfléchir. J'ai réagi rapidement avec mon instinct. Et c'est ça que ça a donné. Et je me demande encore aujourd'hui qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent. Malgré que cette histoire-là aurait pu très très mal tourner, autant pour moi que pour les parents. Parce que j'imagine aller en cours. Là, tu te ramasses en cours, tu racontes l'histoire. Et là, c'est les parents qui se ramassent dans le chenoute parce qu'ils ont laissé errer un bébé comme ça, sans surveillance. Mais bon, ça peut arriver. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être autre chose. Il y avait peut-être un autre enfant qui se sauvait. On ne sait pas. Le bébé est peut-être tombé de sa poussette. En tout cas, moi, je pense, tu sais, j'en ai pas d'enfants. J'en ai pas. Avoir des enfants, chaque 5 secondes, chaque 3 secondes, c'est sûr que je jetterai un coup d'œil. Est-ce qu'il est là? Ça va? Il s'est-tu étouffé? Bon. C'était pas le cas parce que avant de partir à courir pour le prendre dans mes bras, j'ai vraiment regardé autour. Il n'y a pas de parents. Ils sont où? Ils sont apparus rapidement, mais quand son père est apparu, est embarqué dans l'escaladeur, ça a pris quand même un moment. Donc je me suis dit, mais t'étais où? T'étais où? Ah là 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 là. Donc c'est ça. Je suis content de le raconter. Je pense pas avoir oublié de détails. Ça s'est passé à peu près comme ça. Ça s'est passé très, très, très rapidement. Mais ça me chamboule encore et j'en suis encore très malaisé. Mais si éventuellement j'ai à écrire un roman, chose qu'un jour j'aimerais peut-être faire, il faut que j'utilise cette histoire-là puis que je fasse tourner ça complètement mal pour tout le monde. Oh là là, hey, je peux pas croire. J'ai parlé de roman et de cette histoire-là, mais ça en vaut le coup. Ça en vaut le coup.
Je me rappelle le soir quand je m'étais couché, ça me tournait dans la tête, puis j'en revenais pas. Mais Isabelle m'a répété, elle dit, t'as vraiment bien réagi. Elle dit, waouh. Elle dit, quel humain, hein? Ben merci. Je m'avais dit merci beaucoup de me le dire, mais j'ai quand même un énorme malaise à me repasser cette histoire-là. Mais c'est bel et bien arrivé aux Galeries de la capitale de Québec. La seule fois en 20 ans que je suis allé là. Et il a fallu que ça tombe sur moi. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Et très divertissant, j'imagine, à écouter, hein, parce que c'est une histoire totalement loufoque et absurde. Je veux dire, pour lire beaucoup de romans ces temps-ci, ça vaut vraiment toutes les histoires que j'ai lues les plus débiles. Tout comme les vidéos du World Trade Center équivalent et sont plus percutantes que la plupart des films d'horreur que j'ai vus. Et pourtant, c'est réel. La comparaison est peut-être un petit peu boiteuse, mais je l'ai fait pareil. Oh, wow, oui! Voilà, l'artiste que je suis. Ah, c'était Léon Dertal pour la Jazette Incognito. Au revoir.